Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr On en parle à Taïwan, qui est présenté aujourd'hui par Valentin Floquet, Lisa Dufaux et Sasa. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler de tourisme entre Taïwan et l'archipel d'Okinawa au Japon. Ça donne envie avec l'été qui arrive. Et moi de mon côté je vais vous parler un peu de tennis de table, de sport avec une grande affaire compliquée entre une athlète, en fait plusieurs athlètes et la fédération de tennis de table qui a fait des décisions unanimes sans consulter ses athlètes. Donc gros problème, ce qui est remonté jusqu'au ministère des Sports. Et de mon côté, je ferai le point sur les actions de solidarité à Taïwan envers les Palestiniens. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de nouvelles actions, donc c'était l'occasion de faire le point. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Alors, je peux peut-être commencer, parce qu'on va dire que c'est vraiment dans l'actualité. Ce qui se passe à Gaza depuis près de 2 ans après l'attaque terroriste du Hamas est vraiment terrible pour les civils, et puis même actuellement, la situation en Cisjordanie est également très difficile. Peut-être avant de raconter un petit peu ce que font les Taïwanais, je vais faire un point sur la situation. Donc, selon les chiffres de l'UNICEF, l'attaque du 7 octobre 2023 a fait 1200 morts israéliens, dont 37 enfants. Et les bombardements israéliens à Gaza ont fait à ce jour 54 000 morts, dont près de 16 000 enfants. Mais ça, c'est les décès répertoriés par les hôpitaux. Et le nombre de morts qui n'ont pas pu être dégagés des décombres n'est pas forcément compté. Donc, comme l'ont souligné des médecins qui ont été à Gaza ces derniers mois, les chiffres des victimes peuvent être beaucoup plus importants. Et puis, la plupart des écoles, des hôpitaux ont été détruits. La famine menace la quasi-totalité de la population. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'UNICEF parle de Gaza comme d'un cimetière à ciel ouvert. Alors, pour les Taïwanais, comme vous le savez, j'avais fait quelques émissions là-dessus. Le Moyen-Orient, c'est une région qui est quand même assez lointaine. Honnêtement, les Taïwanais, voilà, c'est pas une actualité qui les intéresse forcément tous les jours. Mais quand même, en raison de la situation humanitaire qui est dramatique, il y a des actions de solidarité à Taïwan. Il y a eu depuis quand même déjà plus d'1 an des manifestations. Il y en a toujours qui continuent. Et au début du mois de mai, il y a une organisation chrétienne à Taïwan qui s'appelle Taiwan Olive Branch Peace Collective, qui a organisé un pèlerinage, en fait une marche de 41 km. Est-ce que vous savez pourquoi 41 km ? Alors, j'ai lu le communiqué de presse, donc je suis censée le savoir, mais j'ai oublié. Ou alors c'est 41 km, la distance qu'il faut, je crois, pour un habitant de Gaza, d'aller d'un point à un autre, je me souviens plus, quelque chose comme ça. C'est tout simplement la longueur de la bande de Gaza. D'accord. Et en fait, ce que ça représente, alors pour les Français, peut-être ça dira pas grand-chose, mais sauf s'ils habitent à Taïwan, ils ont marché de Zhongli, qui se trouve dans le comté de Taoyuan. Taoyuan même. Jusqu'à Taipei. Ouais, mais bon, c'est quand même tout près, quoi. Enfin, je veux dire, c'est presque un peu plus loin que l'aéroport de Taoyuan, en fait. Oui. Donc, c'est pas très grand, quand même, Gaza. Donc, ils ont marché en solidarité avec les civils palestiniens. Et leur revendication, c'était un cessez-le-feu, la facilitation de l'aide humanitaire, la libération des otages et la fin de l'occupation israélienne. Pinswan, qui a organisé cette marche, citée par le média en ligne New Bloom, a également pointé du doigt le soutien de certains chrétiens évangéliques à la politique actuelle d'Israël. Et selon le journal donc, New Bloom, des participants à cette marche se sont aussi dit mécontents vis-à-vis du gouvernement taïwanais, qui se targue en fait de vouloir protéger les droits humains, mais n'a pas décrété d'embargo sur les composants taïwanais qui pourraient être utilisés par l'armée israélienne à Gaza, par exemple. Alors, cette initiative de marche, en fait, ça m'a fait penser au mouvement mondial March to Gaza. En fait, actuellement, des milliers de personnes du monde entier sont en train de converger vers le Caire en Égypte pour rejoindre une marche vers Gaza entre le 12 et le 15 juin prochain. Et donc, l'objectif est surtout de demander la fin des entraves et puis donc l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza.
Sinon, à Taïwan, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le documentaire No Other Land, qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un documentaire israélo-palestinien. Donc ce documentaire, il passe encore dans certaines villes à Taïwan. Donc il a été co-réalisé par le Palestinien Bassel Adra et l'Israélien Yaval Abraham. Et il raconte le déplacement forcé de Palestiniens à Masafer Yatta, une région de Cisjordanie qui est occupée et déclarée zone militaire restreinte par Israël. Et ces derniers jours, il y a eu de l'actualité là-bas, parce qu'il y a de plus en plus de violences en Cisjordanie. Et le réalisateur avait invité des journalistes étrangers, de l'AFP notamment, à se rendre dans son village. Mais les journalistes n'ont pas pu y aller, puisque les militaires et policiers israéliens leur ont barré l'accès. Les journalistes étrangers peuvent toujours pas rentrer à Gaza. Alors là, c'est pas à Gaza, c'est en Cisjordanie. Ouais. Et effectivement, mais même en Cisjordanie, je crois que c'est un accès qui est très limité. Ils se font jeter des pierres et tout ça. Donc, là, c'était pas vraiment des pierres, quoi. C'était vraiment plutôt un comment ça se dit, checkpoint des autorités. Ouais. Alors, pour revenir à Taïwan, le 25 mai dernier, donc Amnesty International Taïwan a organisé un événement assez original. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Faire voler des cerfs-volants dans un parc pour parler de la situation à Gaza. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne savais pas, le lien entre les cerfs-volants et Gaza. En fait, selon Amnesty International, les cerfs-volants sont devenus un symbole de la résistance palestinienne contre l'occupation. En 2011, plus de 12 000 enfants à Gaza ont fait voler des cerfs-volants sur la plage simultanément, ce qui était un record. Or, le nombre d'enfants tués depuis près de 2 ans a déjà largement dépassé les 12 000. C'est à peu près 16 000 ou peut-être plus. Donc en fait l'idée c'était de faire voler des cerfs-volants en leur mémoire et en solidarité, tout en sensibilisant les passants taïwanais à la situation sur place. Parce qu'en fait à Taïwan il n'y a pas énormément d'informations là-dessus, c'est pas un sujet qui est beaucoup traité par les médias taïwanais. C'est à Taipei cet événement ? C'était à Taipei sur le parc qui est en bord de rivière. D'accord. Ouais. Et le 7 juin prochain, le Taiwan Olive Branch Peace Collective, donc, qui a organisé la marche, se joint à la grande mosquée de Taipei pour lancer une nouvelle action qu'ils ont appelée Fast for Gaza. Fast dans le sens pas rapide, mais faire un jeûne en fait. Donc jeûner pour Gaza. Et les participants sont invités à jeûner pendant 24 heures ou plus à partir du 7 juin au soir. Et la mosquée de Taipei à Da'an organisera un repas de l'iftar, c'est-à-dire la rupture de jeûne. Et donc, à la fin de ce jeûne, ce sera la fête de l'Aïd el-Kébir le dimanche 8 juin à 18h. Et donc, la mosquée offrira un repas pour les personnes qui ont participé à ce jeûne. Et pendant le jeûne, les participants sont encouragés à indiquer sur les réseaux sociaux qu'ils participent à cette initiative en taguant Fast for Gaza et des organisations taïwanaises de soutien. Voilà, en tout cas, c'était juste pour faire un petit point sur ces actions de solidarité en faveur de la paix qui se poursuivent à Taïwan et qui prennent différentes formes. Quant à l'actualité de relations Taïwan-Israël, elles sont toujours bonnes, en fait, avec l'entrée en vigueur récemment de l'accord sur les visas vacances-travail, qui a été signé en 2023, et donc qui autorise les jeunes taïwanais à aller en Israël pendant, je crois que c'est 1 an, et puis inversement également. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de jeunes qui vont y aller ou pas, mais voilà, c'était... pour l'actualité entre Taïwan et la Palestine et Israël actuellement. Oui. Sur le sujet, on pourrait rajouter aussi que Taïwan est assez passif sur la question de la Palestine et plutôt presque pro-Israël, quoi. Oui, en fait, j'avais fait 2 émissions là-dessus en interviewant l'ambassadrice d'Israël et puis un des organisateurs des manifestations. Et effectivement, c'est vrai que le gouvernement taïwanais a quand même demandé à plusieurs reprises un cessez-le-feu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'action concrète au-delà des déclarations.
Il n'y a pas de sanctions, notamment. Tout à fait. Voilà. Désolée pour ce petit sujet qui plombe un peu le moral. Faut bien en parler. Hein. Oui. Ouais. Voilà, donc on va passer sur un autre sujet, une autre problématique, peut-être quand même moins lourde de conséquences, qui est celle de l'actualité du tennis de table à Taïwan, avec une jeune athlète qui s'appelle Ye Tian et qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux et dans l'actualité même générale taïwanaise, avec le problème qu'elle a rencontré avec la fédération alors c'est la fédération de tennis de table Zhonghua ou du Taipei chinois, lorsqu'elle reçoit une invitation pour un tournoi très prestigieux de la fédération internationale WTT, le Grand Smash 2025 qui se passe aux États-Unis cet été et qui a lieu pendant un autre tournoi international en Asie. Et donc en fait, peut-être que j'aimerais d'abord faire un petit bilan de l'athlète en question, qui est médaillée sur plusieurs étapes du circuit junior de la WTT. Elle incarne la nouvelle génération de joueuses prêtes à briller sur la scène internationale. Et à seulement 17 ans, cette jeune pongiste a déjà un palmarès impressionnant. Elle est médaillée d'or en double aux Jeux d'Asie du Sud-Est de la jeunesse, finaliste à plusieurs étapes du circuit junior de la WTT. Elle incarne vraiment c'est les espoirs du tennis de table féminin à Taïwan. Elle a 17 ans, c'est ça ? Alors, non, oui, c'est ça, à 17 ans. Oh, bah dis donc, waouh. Et elle est déjà sur le circuit pro adulte. Waouh, c'est impressionnant. Donc, si on veut parler un petit peu du style, pour ceux qui sont un peu fans de la balle du tennis de table, son style est plutôt agressif. Elle a une rapidité de lecture de jeu et une détermination dans ses échanges qui fait que ça devient vraiment une figure montante avec un fort potentiel. En plus, on sait qu'à Taïwan, pour l'instant, les athlètes féminines ne vont pas jusqu'au très haut niveau. C'est plutôt les masculins actuellement qui sont plutôt bien classés, notamment avec la paire Gao Zhenjui et Lin Yunju qui viennent d'être vice-champions du monde. D'accord. Voilà. Pour ceux qui voudraient avoir des infos, voilà. Et qui ont battu 2 paires chinoises, qui est un événement dans le monde du tennis de table, parce que les Chinois sont toujours en finale quasiment, et donc ils ont empêché les Chinois d'atteindre une finale dans une des épreuves. C'est incroyable. Donc voilà. Donc pour revenir au sujet, en fait, donc elle reçoit cette invitation vers le mois d'avril, et à la mi-mai, une surprise de taille surgit. Son nom est absent du tirage au sort. En fait, il y a le tableau qui doit être fait avec qui va jouer contre qui. Et en fait, en fait, c'est la fédération de tennis de table qui l'a pas inscrite à ce tournoi, qui a pas validé le. Et comment ça se fait du coup ? Et donc, en fait, c'est bizarre. Justement parce qu'il y a un autre tournoi qui est en même temps, et parce qu'il y a les championnats asiatiques juniors qui sont prévus à Tashkent pendant la même période. Et donc le problème, c'est que il y a eu aucune consultation, aucune discussion faite, et la fédération a juste pris la décision unilatéralement de l'inscrire à ce tournoi et pas à l'autre. Donc, Ah d'accord. Donc en fait c'est la fédération qui choisit, c'est ça, c'est pas. C'est la fédération qui a choisi, et sans aucune consultation. C'est surtout ça le problème en fait. C'est qu'en général quand on est athlète, j'ai fait pas mal de sport de haut niveau. Quand on est athlète, il y a toujours des discussions entre les coachs, les athlètes, qui veut faire quoi. Quand il y a plusieurs comme ça tournois concomitants, on essaie de voir un peu les options, on essaie de convaincre l'athlète peut-être de faire un événement et pas l'autre, mais il y a toujours une discussion. Ça paraît logique. C'est pas unilatéral. Ouais. Et donc c'est vraiment là, c'est le fait de l'avoir fait vraiment dans le dos de l'athlète, qui a vraiment été mal perçu, et qui a surtout fait que c'est arrivé dans les médias. Et ça a fait en sorte que le ministère de l'Éducation et l'Agence nationale des sports prennent rapidement la parole, dénonçant un manque de concertation, un mépris pour le droit de l'athlète à concourir, et une atteinte grave à l'image de la fédération en général, et même au sport et à la gestion du sport à Taïwan.
Et donc, face à la pression, la fédération, la CTTTA, hein, si vous voulez, 3T, la fédération de tennis de table du Taipei chinois, publie un document interne censé justifier la décision. Et donc, vous allez voir, c'est quand même assez bizarre comme façon de justifier, en disant, en fait, pourquoi on a fait ça ? Au lieu de dire, excusez-nous, on n'a pas bien géré notre communication avec les athlètes, ou avec tout le monde, ou même public. Non, c'était, ils ont voulu faire un communiqué en disant, non, mais on a des raisons pourquoi on a fait ça. Alors que c'était pas ce qui était critiqué à la base. Donc 7 points ont été mis en avant. La première, le fait d'obligations contractuelles. La fédération avait des contrats avec un programme gouvernemental qui s'appelle le programme gouvernemental Plan Or, et le fait oblige en fait les athlètes à représenter leur pays dans les compétitions officielles. Le deuxième point, c'est donc, on le sait, ce qu'on vient d'expliquer, le conflit de calendrier. Ils ont réavancé en fait que les dates du championnat d'Asie de l'Est junior et celle du WTT Grand Smash coïncidaient, sachant que le premier est un tournoi international professionnel et le deuxième est un vrai championnat. Donc c'est pour ça que la fédération a privilégié plutôt le championnat international plutôt qu'un tournoi. Ce qui est un peu à des échelles différentes. Un est plus prestigieux en termes de primes, etc. Et l'autre est important parce que c'est officiel et que c'est des classements et il y a des aides, justement, comme il le disait dans le premier point, gouvernementales qui sont en lien avec ça. Ensuite, ils ont mis en avant le fait qu'il devait avoir une uniformité de traitement, notamment pour d'autres athlètes comme Guo Guanghong, Zhang Yuan, et qui eux ont accepté de privilégier le championnat d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est junior, alors que seul Ye Yitian a refusé. Ensuite, en quatrième point, ils ont évoqué les règles très strictes de la WTT, en disant que tout désistement tardif pourrait impacter le classement mondial, comme cela a déjà été le cas pour d'autres joueurs. La fédération dit avoir agi pour éviter une telle sanction. Voilà. En cinquième point, la possibilité de remplacement, ils ont évoqué en fait le fait que les remplacements étaient compliqués et que prévenir la WTT à temps permettait de proposer un autre athlète à la compétition, Enfin, en sixième point, il y avait eu une décision unanime. Le comité de sélection du 8 mai avait voté contre toute demande de dispense pour le championnat asiatique. Il y avait eu un communiqué, mais pareil, unilatéral, sans consultation. En fait, ils ont blindé les arguments, on dirait, voilà. mais il n'y a pas de consultation. Il y a toujours pas, mais ça n'a pas en fait adressé directement la communication, le problème de communication. Et enfin, le septième point, c'est la légalité administrative pour la fédération. Elle n'a fait qu'appliquer les règlements en vigueur de la fédération. Donc en fait, dans les règlements, il n'y a pas forcément l'aspect de consultation du sportif, etc. Ça paraît étrange. Ils n'ont pas cité non plus de règles spécifiques quand ils ont dit que c'était dans leur règlement administratif. Il n'y a pas on privilégie un championnat par rapport à un tournoi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ce genre de règles, d'articles nommés directement dans les statuts de la fédération ou dans des règlements spécifiques aux athlètes de haut niveau, etc. Donc c'est un petit peu quand même compliqué, et ces explications d'ailleurs ne convainquent pas. Et la ministre déléguée, Liao Wantian, parle d'un préjudice sérieux aux droits de l'athlète, tandis que le directeur de l'agence des sports, Chen Shizhong, et c'est pas le ministre de la Santé, c'est pas Monsieur Covid, et évoque la nécessité d'une restructuration de la gouvernance fédérale, citant même l'éventualité de sanctions, dont la suspension de subventions et la destitution du secrétaire général. Wow. Ça allait jusque là quand même. Ok. Ah ouais, non, parce que j'ai vu des informations passer en chinois, je suis pas rentrée dans les détails, j'avais rien compris. Bon bah au moins maintenant je comprends un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Et donc, sous cette double pression médiatique et institutionnelle, la fédération plie enfin cette semaine
le secrétaire général Ye Guo-jin, présente des excuses publiques. Ah bah ouais, il allait perdre son poste, alors il faut bien qu'il fasse des excuses publiques au nom de l'instance, reconnaît des erreurs dans la gestion de la communication, enfin, et promet une réforme du dialogue avec les athlètes et entraîneurs, ce qui était demandé depuis le début par l'athlète. Sauf qu'il a fallu que ça éclate et que le ministère des Sports s'en empare pour qu'il fasse des excuses. C'est peut-être un mal pour un bien, parce que du coup, maintenant, c'est sûr qu'ils vont davantage communiquer avec les athlètes, enfin j'espère, à l'avenir. Oh bah tant que ça sortira pas, je suis pas sûr, parce que c'est pas unique à la fédération de tennis de table, ces problèmes de communication entre les athlètes. Moi je l'ai vu dans le kung-fu, pour avoir été proche d'athlètes de haut niveau à Taïwan, dans le kung-fu, dans la gymnastique, dans le taekwondo. Ah ouais, je pensais pas que c'était un... Ils ont les officiels dans le sport à Taïwan et même en Asie en général sont quand même des gens qui prônent plutôt des systèmes très archaïques, voilà, de gestion fédérale et administrative. Voilà. Ok, espérons que ça va faire avancer quand même un petit peu. Voilà. Ouais. Mais bon, les articles à Taïwan quand même disent qu'ils espèrent quand même un tournant dans la gestion administrative à Taïwan, que cela marque un peu les esprits, que le ministère ne suivra pas forcément toujours les responsables et va plutôt privilégier les athlètes à l'avenir. On l'a vu déjà dans le badminton par exemple, où ça a eu des impacts auparavant, pareil dans des histoires similaires. Et donc faut espérer que ça puisse faire bouger un peu tout le monde dans tous les sports. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette note positive qui nous fait une transition du coup avec quelque chose d'encore plus sympathique. Oui, puisque je vais vous parler de tourisme, et en particulier de tourisme entre Taïwan et le Japon, puisqu'on a appris cette semaine qu'il sera bientôt possible de rejoindre l'île d'Ishigaki dans l'archipel d'Okinawa au Japon par ferry depuis Taïwan. Alors il s'agit d'une ligne de ferry qui doit relier la ville de Keelung, un grand port dans le nord-est de Taïwan, à environ 50 minutes de route de Taipei, à l'île d'Ishigaki. C'est l'île principale d'un archipel, les îles Yaeyama, qui lui-même est compris dans l'archipel d'Okinawa. Mais il est bien au sud en fait, donc il est assez proche de Taïwan. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une île qui est en fait plus proche de Taïwan que de l'île principale d'Okinawa. Ah, d'accord. Et Ishigaki, c'est l'île la plus peuplée de ce petit archipel, avec 47 600 habitants recensés en juillet 2007. Ah, quand même, ouais, c'est quand même... Oui, mais ça fait une bonne commune, quoi. Ouais. Mais moi, j'avais vu des photos, surtout de la plage, et j'avais l'impression que c'était une petite île, quoi. Et quand même, 47 000 habitants. Oui, mais ça, c'est vraiment la ville principale. Voilà. Et la plus grande concentration d'habitants, justement, dans l'île se trouve dans cette petite ville. Il y a aussi un aéroport et un port. Donc, c'est assez important. Et il faut savoir que c'est une île qui est réputée pour le tourisme, notamment pour sa barrière de corail et pour la baie de Kabiera, à environ 1 heure en bus de la ville principale. Il y a aussi un site protégé où se trouve le plus vaste récif de corail bleu au monde. Et il y a aussi une petite colline de 525 mètres d'altitude, une forêt de mangroves où on peut faire du canoë, et on peut bien sûr se balader dans la campagne, dans les villages, même s'il y a assez peu de maisons traditionnelles sur cette île. Et au final, le relief ressemble un peu à Taïwan. Comme tu disais, on est assez proche de Taïwan, c'est seulement 260 km. Et on peut... Donc si ça se trouve, en avion, j'ai pas vérifié la distance jusqu'à Taïwan, mais de toute manière, il n'y a pas d'avion qui vole directement entre Taïwan et cette petite île. Donc c'est d'autant plus important d'avoir un ferry. Oui, c'est ça, c'est tout l'intérêt. Parce que sinon, il faudrait prendre un avion pour soit une ville dans l'île principale du Japon et ensuite aller à Okinawa, ou alors un avion à Okinawa. Je sais plus s'il y en a des directs maintenant ou pas. Je sais pas non plus, mais en tout cas, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on peut préciser que comme c'est une île touristique, il y a plusieurs grands hôtels de luxe et aussi des petits hôtels sur cette île-là. Donc c'est une île qui est déjà habituée à recevoir des touristes. Mais en fait, c'est l'île d'à côté, l'île de Iliomote, qui est voisine, qui est un peu plus prisée pour le tourisme. On peut aussi y accéder par ferry, avec un trajet d'1 heure depuis Ishigaki. Elle est un petit peu plus grande, avec 289 km² de superficie contre 222 km² pour Ishigaki. Là aussi, il y a des très belles plages de sable blanc avec des eaux turquoises, des mangroves, mais il y a aussi des cascades dans la forêt,
des rivières dans la jungle et plus de maisons traditionnelles. Donc ça a l'air vraiment très très beau. Je n'y suis jamais allée, mais franchement, ça donne trop envie. Mais quand je vais vous parler du prix tout à l'heure, tu vas voir que ça va moins te donner envie. Ça va me calmer. Et les 2 îles ainsi que les îles voisines font partie du parc national d'Iliomote-Ishigaki. Donc c'est un ensemble d'îles où la faune et la flore sauvage sont plutôt bien protégées. Et c'est sans doute ça qui attire les touristes. Et il y a aussi une autre île, celle qui est le plus à l'ouest, donc l'île de Yonaguni, qui est située, donc c'est la plus proche de Taïwan. Et on trouve même des chevaux sauvages qui gambadent sur l'île. Wow. Ça fait pas rêver, ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, en 2023, le président du Parlement de l'époque, Yoshikun, qui est aussi originaire du comté de Ilan, avait reçu une délégation de parlementaires japonais et avait proposé de mettre en place une liaison maritime directe entre Su'ao, dans le comté de Ilan, et l'île de Yonaguni, qui est seulement située à 110 km de Su'ao. C'est vraiment juste à côté. C'est vrai que ça me dit quelque chose que j'avais déjà entendu, ce nom de Yonaguni. Et Yoshikun avait dit qu'il espérait donc la mise en place d'une liaison directe par bateau pour attirer davantage de touristes japonais à Ilan, mais aussi pour améliorer la situation économique de Yonaguni, qui est quand même assez excentrée, donc même si c'est une très belle île, bon, les touristes vont pas forcément en masse là-bas. D'ailleurs, c'est peut-être mieux, parce que c'est vraiment une toute petite île, c'est vraiment minuscule. Mais on n'a jamais plus entendu parler de cette histoire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et on dirait que cette fois, par contre, pour la liaison avec l'île d'Ishigaki, les choses sont plus sûres. Ce qui laisse penser que cette liaison va vraiment être mise en place, c'est le fait que l'annonce a été faite directement par le directeur du Wagon Group, une compagnie de transport taïwanaise. Donc le directeur a même annoncé que les billets de ferry seraient mis en vente au plus tôt d'ici 1 mois, avec un lancement de la ligne prévu pour septembre. Et on sait déjà que le voyage se fera probablement de nuit, pour permettre aux passagers de dormir à bord et d'arriver le matin du jour suivant, après avoir parcouru 260 km. Donc j'imagine que tu vas prendre ton ticket directement, non? Ou c'est trop cher? Ce voyage promet d'être assez coûteux. En fait, il n'y a pas le prix officiel. Le prix officiel n'a pas encore été donné. Mais la compagnie estime que l'aller simple seulement avoisinerait les 3 000 $ taïwanais, donc 86 €. Donc il faut doubler pour l'aller-retour. Et il faut donc 180 €. Donc c'est le même prix. Pour que les gens aient une idée, c'est le même prix qu'un billet d'avion aller-retour pour aller aux Philippines ou en Malaisie, depuis Taïwan. Alors que là, c'est un ferry pour faire seulement 260 km. Ouais, mais les paysages sont beaux, sont bien aussi. C'est le Japon, bien sûr. Tout est plus cher aussi. Bon. Et voilà, tout est plus cher. Les Taïwanais aiment bien le Japon, donc ils vont peut-être quand même y aller. Donc, Et il y a aussi, bien sûr, les frais d'hôtel sur place. Il faut payer le transport, l'alimentation, les activités. Donc au final, si on veut y aller pour un week-end, ça va vraiment faire très cher. Et je ne sais pas si c'est vraiment une offre très compétitive par rapport à un aller-retour à l'étranger, aux Philippines, en Malaisie ou ce genre de destination. Ouais. Il y aura peut-être une ruée au départ et puis après, peut-être ce sera trop cher comparé à d'autres destinations. Mais ouais, on va voir. Voilà. En tout cas, une nouvelle destination quoi, pour le tourisme des Taïwanais. Perso, ça me paraît quand même plus économiquement viable que la première solution sur Yonaguni. Oui, je pense aussi. Avec un transfert, avec un vrai aéroport, avec plus de liaisons d'avions vers le reste du Japon. Oui, parce que les gens pourront aller aussi sur les autres îles d'à côté, alors que Yonaguni, c'est vraiment tout excentré. Ouais, c'est vrai. Ok, à suivre. Et puis peut-être que tu nous feras un jour un reportage sur cette ligne de ferry. Peut-être. Ce serait bien en tout cas. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'espère que les 3 sujets, même s'ils étaient très différents, vous auront intéressé. Et donc on vous souhaite bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.